Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui travailler sur un extrait de la lettre 125 des lettres persanes de Montesquieu. La lettre se trouve dans l'édition que nous avons, qui est l'édition classique au lycée, à la page 273 jusqu'à la page 274. L'extrait commence à la ligne 19, à partir d'une femme qui venait de perdre son mari. Et nous allons jusqu'à la fin de la lettre, c'est-à-dire jusqu'à la ligne 46. Allez dire à mon mari que je me porte fort bien. Alors, cette lettre, elle est écrite par Rica à un destinataire anonyme qui est désigné par un astéronyme au tout début de la lettre. Elle est datée du 2 de la lune de Chalval 1718, ce qui correspond au 2 décembre 1718. Cette lettre aborde une question d'ordre religieux. Ce n'est pas la première fois dans le roman épistolaire que des questions religieuses sont abordées. D'autres lettres abordent aussi la question du religieux, que ce soit du point de vue des orientaux ou que ce soit du point de vue des occidentaux. Et par ailleurs, de nombreux points peuvent être abordés dans les lettres persanes, tels que par exemple la pureté, les pouvoirs du pape, l'intolérance religieuse, ou encore la comparaison de différentes religions entre elles. Dans la lettre que nous étudions, Rica utilise un procédé qui est propre à l'argumentation indirecte, à savoir l'apologue. Il s'agit de raconter une courte histoire dont la portée est argumentative, c'est-à-dire destinée à faire valoir un point de vue. On a donc dans cette lettre affaire à un récit enchâssé à l'intérieur de la lettre. Le récit, l'histoire, l'apologue, donc, va permettre de mettre en évidence, par un raisonnement inductif, la thèse que l'auteur veut défendre. Le sujet en est la notion du paradis. C'est une notion qui est présente dans toutes les grandes religions monothéistes. Je vais à présent vous lire la lettre, l'extrait plus exactement, qui est étudié. Une femme qui venait de perdre son mari vint en cérémonie chez le gouverneur de la ville lui demander la permission de se brûler. Mais comme dans les pays soumis aux Mahométans, on abolit tant qu'on peut cette cruelle coutume, il la refusa absolument. Lorsqu'elle vit ces prières impuissantes, elle se jeta dans un furieux emportement. « Voyez, disait-elle, comme on est gêné. Il ne sera seulement pas permis à une pauvre femme de se brûler quand elle en a envie. A-t-on jamais rien vu de pareil? Ma mère, ma tante, mes sœurs se sont bien brûlées. Et quand je vais demander permission à ce maudit gouverneur, il se fâche et se met à crier comme un enragé. » Il se trouva là par hasard un jeune bonze. « Homme infidèle, lui dit le gouverneur, est-ce toi qui as mis cette fureur dans l'esprit de cette femme? Non, dit-il, je ne lui ai jamais parlé. Mais si elle m'en croit, elle consommera son sacrifice. Elle fera une action agréable au dieu Brahma. Aussi en sera-t-elle bien récompensée, car elle retrouvera dans l'autre monde son mari, et elle recommencera avec lui un second mariage. Que dites-vous? Dit la femme surprise. Je retrouverai mon mari. Ah, je ne me brûle pas. Il était jaloux, chagrin, et d'ailleurs si vieux que si le dieu Brahma n'a point fait sur lui quelques réformes, sûrement il n'a pas besoin de moi. Me brûler pour lui? Pas seulement le bout du doigt pour le retirer du fond des enfers. Deux vieux bonzes qui me séduisaient et qui savaient de quelle manière je vivais avec lui, n'avaient garde de me tout dire. Mais si le dieu Brahma n'a que ce présent à me faire, je renonce à cette béatitude. Monsieur le gouverneur, je me fais mahométane. Et pour vous, dit-elle en regardant le bonze, vous pouvez, si vous voulez, aller dire à mon mari que je me porte bien. Après la lecture de cette lettre, nous allons à présent voir quelles sont les différentes parties de l'extrait, c'est-à-dire que nous allons faire ressortir la structure du texte. Comme nous avons affaire à un apologue, nous pouvons le découper en suivant les différentes parties du schéma narratif. Dans un schéma narratif, nous avons la situation initiale, l'élément perturbateur, là où les péripéties, la résolution de la perturbation et la situation finale. On peut considérer que la situation initiale va de la ligne 19 jusqu'à la ligne 21, c'est-à-dire depuis une femme qui venait de perdre son mari jusqu'à la permission de se brûler. Dans cette situation initiale, nous apprenons que dans un pays du Moghol, une femme hindouiste qui vient de devenir veuve veut se brûler conformément à la coutume religieuse de son pays pour atteindre le paradis. Nous avons ensuite une deuxième partie qui est très courte, qui correspond aux lignes 21 et 22, depuis « mais comme » jusqu'à « il la refusa absolument ». Et il s'agit là de l'élément perturbateur,
Cet élément perturbateur consiste dans la décision du gouverneur de la ville, qui est mahométan, c'est-à-dire musulman, de refuser d'accomplir cette coutume hindouiste. Nous avons alors, à partir du début du deuxième paragraphe, donc de la ligne 23 jusqu'à la fin du deuxième paragraphe, ligne 29, la première péripétie, qui correspond à la réaction de la femme. Elle se met très en colère par rapport à la décision qui vient d'être prise par le gouverneur, qui s'oppose à ses croyances religieuses. Puis, de la ligne 30 jusqu'à la ligne 36, c'est-à-dire à partir de « il se trouva là par hasard un jeune bonze » jusqu'à « et elle recommencera avec lui un second mariage », nous avons une deuxième péripétie. Il s'agit du moment où un jeune bonze hindouiste lui dit qu'en accomplissant cette coutume, elle retrouvera son défunt mari et qu'elle pourra se remarier avec lui. Arrive alors la résolution de la perturbation qui correspond aux lignes 30 à 44, à partir de « que dites-vous » jusqu'à « je renonce à cette béatitude ». Il s'agit cette fois-ci de la réponse de la femme par rapport à ce qu'a dit le bonze. Au moment où elle apprend cela, elle ne veut plus accomplir la coutume, car en réalité, elle ne veut pas retrouver un mari qu'elle n'aimait pas. Enfin, les trois dernières lignes, de la ligne 44 à la ligne 46, depuis Monsieur le gouverneur jusqu'à allez dire à mon mari que je me porte fort bien, on a la situation finale qui correspond au moment où la femme renonce à sa religion et décide cette fois-ci de se convertir à l'islam. Alors, la problématique que nous allons suivre pour faire cette analyse linéaire est la suivante. Comment l'apologue de la veuve hindouiste, qui veut se faire brûler pour respecter les préceptes de sa religion, permet-il à l'auteur de faire entendre une critique des religions en général et des superstitions qu'elle véhicule? Et nous allons à présent étudier la première partie du texte, c'est-à-dire la situation initiale, qui va donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la ligne 19 jusqu'à la ligne 21, et qui est l'étrange demande de la veuve au gouverneur. Comme souvent dans les apologues, nous voyons que nous avons affaire ici à un récit rétrospectif qui est fait au passé. Nous avons en effet les temps de l'imparfait et du passé simple, ce qui permet de mettre en scène, par ailleurs, des personnages qui sont des personnages sans nom. Ils sont en effet uniquement désignés par des termes génériques. On a par exemple une femme qui venait de perdre son mari. Donc ici, une femme, c'est un article indéfini. Et la personne n'est du coup décrite que par rapport à la situation qui intéresse évidemment le narrateur, à savoir son récent veuvage. Nous avons ensuite sa première action qui est racontée au passé simple, avec 20 en cérémonie chez le gouverneur de la ville. Deuxième personnage qui apparaît, le gouverneur de la ville. De nouveau, le personnage n'est pas nommé. Il ne s'agit que d'un personnage qui remplit une fonction politique, en l'occurrence. Et immédiatement, on voit que c'est le cérémonial qui est mis en avant, c'est-à-dire le décorum qui entoure cette visite, cette demande, avec le 20 ans cérémonie chez le gouverneur de la ville. Manifestement, cette veuve veut qu'on la voie, qu'on la remarque. Elle a pour intention de ne pas passer inaperçue dans sa démarche auprès du gouverneur de la ville. L'objectif de cette démarche est immédiatement annoncé par le narrateur. Il s'agit de lui demander la permission de se brûler, ce qu'on voit à la ligne 20 et à la ligne 21. La tournure est évidemment très drôle parce que pleine d'absurdité. La brièveté de la tournure utilise un vocabulaire qui est très administratif, avec la permission, et par ailleurs, cette brièveté accentue le caractère abrupt et ridicule de la demande. En effet, comment le gouverneur de la ville peut-il donner à l'un de ses concitoyens l'autorisation de s'immoler par le feu? L'action de s'immoler est réduite à un petit acte assez anodin, sans grande importance. On a l'impression qu'il s'agit de quelque chose de très courant, de très banal, de complètement normalisé dans cette société. Et par ailleurs, cela correspond au point de vue de la femme sur cette pratique. Toutes les premières lignes de l'apologue ne permettent pas encore véritablement de connaître le contexte dans lequel l'étrange demande de la veuve est faite, ni la réponse qui va lui être apportée. Cela nous permet de passer à la deuxième partie de l'apologue, qui correspond à l'élément perturbateur avec la décision juste du gouverneur. Justement, le gouverneur, à partir de l'articulation logique qui est introduite par « mais », va indiquer ce qu'il refuse à la femme.
Et cet élément, donc cette conjonction de coordination mais, permet d'introduire l'élément perturbateur, puisque c'est ce qui va empêcher la femme de réaliser son souhait. La cause est indiquée en premier par la proposition subordonnée circonstancielle introduite par comme ayant une valeur causale. Et c'est la suivante. Comme dans les pays soumis aux mahométans, on abolit tant qu'on peut cette cruelle coutume. Donc, le pays du Mogol, où se produit cette histoire, est un pays mahométan, c'est-à-dire un pays musulman. On l'a avec dans les pays soumis aux mahométans. Et dans ces pays, nous dit le narrateur, on abolit tant qu'on peut cette cruelle coutume. Cette deuxième partie du texte vient donc contextualiser l'histoire en la plaçant dans un pays oriental, caractérisé du point de vue de sa religion. Contrairement à la première partie, on constate que cette coutume est cette fois-ci décrite avec un point de vue différent de celui de la femme, à savoir à partir du point de vue des musulmans, qui, eux, interdisent cette pratique et la condamnent parce qu'ils la considèrent comme cruelle. La conséquence est indiquée dans la proposition principale et il la refusa absolument, qu'on a à la ligne 22. Comme précédemment pour la demande de la femme, on voit que la phrase est brève parce que la réponse du gouverneur est sans appel possible. Elle constitue en elle-même l'élément perturbateur puisque la femme ne va pas pouvoir mettre son projet d'immolation à exécution. Voilà en ce qui concerne l'analyse à proprement parler du récit. Comme nous avons affaire à un apologue, nous allons dans un deuxième temps, et ce pour les différentes parties du texte, passer à l'analyse de la portée argumentative de ce récit. C'est le principe de l'apologue. Dès la fin de la première phrase de cette deuxième partie, on voit que deux points de vue différents sont mis en opposition sur une même pratique. Et ces deux points de vue correspondent à ceux de deux religions différentes. Pour les hindouistes, il est normal et légitime qu'une femme veuve s'immole après la mort de son mari. Pour les musulmans, cette même pratique est considérée comme absolument inhumaine et du coup est interdite. De cette manière, le narrateur indique au lecteur que l'objectif argumentatif du texte va donc se jouer autour d'un débat religieux et de la comparaison entre plusieurs religions différentes appartenant à des pays orientaux. L'apologue atteint donc déjà une portée argumentative en soulignant implicitement la variabilité des discours religieux sur une pratique a priori inhumaine, à savoir la coutume qui consiste pour une femme veuve à s'immoler par le feu dans l'espoir de rejoindre son défunt mari dans l'autre monde. Il s'agit donc de parler de ce qui attend les hommes après leur mort quand ils se conforment au principe de leur religion. En d'autres termes, il s'agit de parler du paradis. Or, on voit qu'une religion condamne l'acte de la femme quand l'autre religion, au contraire, l'encourage. C'est précisément cette différence de discours dans les religions qui est critiquée par Rica, et derrière Rica, évidemment, par Montesquieu. Voilà, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur cette première partie de l'analyse. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la suite. Au revoir.